Bienvenue dans cet atelier consacré à la thématique habitat et vivre ensemble. Voilà, on est 12. On va passer 45 minutes ensemble à découvrir deux projets. Donc le projet porté par Nazanin qui s'appelle Un abri qui sauve des vies et le projet porté par Romain qui s'appelle 14. Deux très beaux projets qui rentrent pleinement dans cette thématique et qui sont assez différents l'un de l'autre. Ça va être intéressant. Oula, oui, ça va être intéressant de les découvrir. Alors, j'ai un Petra, je petit peu pense qu'il d'écho. Il y a faudrait. peut-être quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ouais, je pense que c'est Petra. Alors, hop, c'est Petra, j'ai l'impression. Voilà, super. Alors, donc, pour petit rappel, donc notre timing va se dérouler enfin, nos 45 minutes vont se dérouler de la façon suivante. Pendant les 20 premières minutes, on va découvrir successivement les deux initiatives portées donc par Romain et par Nazanin. Donc chacun, pendant 10 minutes, va présenter son projet. Ensuite, on aura un bon temps d'échange, 15 minutes. Alors, vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, commencer lorsque vous aurez vos premières questions à poser. Vous pourrez commencer à les écrire dans le chat et ça permettra des échanges peut-être plus fluides, bien que on est 13, on devrait assez facilement aussi pouvoir se répartir la parole, mais n'hésitez pas à inscrire des questions dans le chat. Et puis, bon, on fera très attention à bien respecter le timing. J'y ferai attention moi aussi, puisque, comme vous l'a dit Fabien tout à l'heure, au bout de 45 minutes, on sera automatiquement éjecté de la salle. Donc, il faudra qu'on ait bien pris le temps voilà, de finir nos échanges, de les clôturer, et puis éventuellement d'échanger aussi des coordonnées si on veut aller plus loin. Mais de toute façon, ça, c'est aussi quelque chose qui sera prévu dans la suite de cette journée. Vous aurez les coordonnées de tous les participants. Donc, si vous voulez poursuivre les échanges et passer au mode action, ce sera tout à fait envisageable. Donc, je propose peut-être à Romain, qui s'affiche sur mon écran là, de démarrer, si tu veux bien. Et puis, dans la deuxième session, on proposera à Nazanin de commencer. Romain, on t'écoute pour une dizaine de minutes. Parfait. Merci beaucoup, Martine. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir pris du temps pour participer à cet événement. Je suis Romain Minot, je suis architecte de formation et je dirige l'association 14 depuis une dizaine d'années. L'association 14, qui existe depuis une vingtaine d'années, développe des architectures sociales et solidaires. Sa mission, c'est de comprendre sur les territoires comment est-ce qu'on peut travailler à la production de nos cadres bâtis, que ce soit en ruralité ou que ce soit en milieu urbain, dans une optique de favoriser la rencontre des personnes. On est présent dans pas mal d'endroits aujourd'hui. On a cinquantaine, une sixième en développement. La première, de manière historique, est à Paris. Et à Paris, on a notamment développé un programme qui s'appelle InBe, In My Backyard, où on met à disposition des tiny houses pour loger des personnes à la rue chez des propriétaires. Euh, on a une antenne à Montpellier où là, on a fait émerger une politique publique de résorption de bidonvilles. À savoir qu'à Montpellier, on a 1 000 personnes aujourd'hui qui habitent dans des conditions plus que précaires, hein. Et notre travail à nous, c'est d'aller rassembler les personnes autour d'une même table, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient associatifs ou même des habitants, et se demander comment est-ce qu'on arrive à mettre en commun des ressources pour résoudre les situations d'extrême précarité. Aujourd'hui, on a signé une feuille de route avec l'État et la métropole sur ces questions-là.
à 10 ans pour travailler la résorption des bidonvilles via l'habitat intercalaire, c'est-à-dire via des bâtiments qui aujourd'hui sont vacants en attente d'opération et qu'on va mobiliser le temps des études pour pouvoir loger des personnes à la rue. On a également une antenne en Alicante où là, on travaille à la résorption de quartiers vulnérables avec une méthodologie intéressante qu'on appelle Asset-Based Community Development. C'est développement communautaire basé sur les ressources où là, on travaille avec les habitants, les pouvoirs publics et les organisations à une banque de ressources, autant matériel qu'immatériel, des compétences, du temps, des lieux, des matériaux, des finances évidemment, qu'on met ensemble pour résorber des habitats très précaires. Euh, voilà, si ça vous intéresse évidemment, après on pourra en discuter. On a enfin une quatrième antenne dans le Puy-de-Dôme qui travaille là sur l'aménagement de quartiers qu'on appelle éco-quartiers frugaux, plutôt des occupations depuis une quarantaine d'années par des personnes gens du voyage, et on essaie de changer la dynamique, le regard que les gens portent eux-mêmes sur leur quartier, mais aussi des différents acteurs qui sont amenés à travailler sur le territoire en les rendant tous capables de changer les situations sans attendre qu'une solution d'en haut vienne, mais à se mettre encore une fois autour de la table pour inventer des solutions qui existent pas forcément aujourd'hui. Et puis, on a une dernière antenne à La Réunion où là, l'idée, c'est de construire avec des personnes qui habitent à la rue un habitat participatif, coopératif, où on a fait émerger l'habitat participatif avec les personnes. On a formé ces personnes-là à la gestion d'entreprise et aujourd'hui, ces personnes sont présidentes de la coopérative où nous, on en garde la direction le temps que l'ensemble des compétences soient transmises. Et là, on est sur une livraison du chantier, premier chantier du logement sur cette antenne-là, d'ici juin prochain. Voilà, donc on fait plein de choses dans l'association. Notre vision, c'est de se dire que euh, l'architecture et le chantier sont un prétexte à la rencontre. On considère le logement et les biens bâtis non pas comme un objet spéculatif, mais plutôt comme un commun. Hmm. Et dans ce sens-là, de considérer l'objet bâti comme un commun, on invente des modèles économiques qui vont permettre la gestion en commun de ces objets bâtis. Donc, je vais parler de l'habitat participatif, mais ça peut prendre tout plein de formes. Ça peut être de l'espace partagé, par exemple, sur la place des Fêtes à Paris, qu'on a été appelé à aménager avec les personnes. On a construit un petit équipement avec les personnes, conçu avec elles aussi, et qui aujourd'hui est en cogestion avec la mairie. Si on parle de mission, en fait, notre objet au tout départ était plutôt d'expérimenter, trouver des modèles. Et maintenant qu'on a expérimenté sur pas mal de territoires, à chaque fois qu'on intervient sur un nouveau territoire, on essaye de transmettre plutôt que de faire nous-mêmes. Et donc, on s'implante plutôt avec des petites équipes qui ont toujours une particularité double. Euh, Pouvoir travailler avec les personnes sur le terrain, les bénéficiaires au contact direct des institutionnels. Et donc ça, c'est la deuxième endroit. On considère que les bénéficiaires directs, les personnes avec qui on travaille, les personnes les plus précaires, les plus vulnérables, ont des compétences et peuvent aider à développer le projet. Et on considère aussi que les personnes institutionnelles, qui soient des pouvoirs publics, mais aussi des organisations de la société civile, sont nos bénéficiaires, au même titre que les plus précaires. C'est dans cet endroit-là de remettre chacun autour de la table en les considérant tous, et nous-mêmes, évidemment, comme des bénéficiaires, comme
faire disparaître la limite entre aider et aidant, mais plutôt se dire que chacun est aidé et chacun est aidant, qu'on travaille. On m'a demandé d'identifier trois clés de succès de nos opérations. Je vous ai dit, on travaille à pas mal d'échelles, hein, que ce soit à l'échelle territoriale, à l'échelle voilà, du ménage, puis à des échelles intermédiaires. Et ce qui fait le lien entre toutes ces échelles, c'est trois endroits de mise en commun. Euh, la co-conception. Au départ, on est architecte, hein, et puis après, on a pris des compétences de maîtrise d'ouvrage, et puis après des compétences de constructeur. La co-conception, c'est le moment donné, on parle aussi d'ingénierie de projet, hein. C'est le moment où on se dit que nous n'avons pas la solution, mais c'est l'intelligence collective qui va être déployée, qui va permettre de trouver une réponse aux problématiques qu'on adresse. Ensuite, il y a la co-construction, c'est-à-dire dans un chantier, évidemment, c'est du chantier participatif, mais la co-construction, c'est aussi, au-delà d'avoir adressé un problème et de planifier sa réponse, la mettre en œuvre. Et ça, de la même manière, autant du côté institutionnel que du côté technique, il nous semble important que on puisse sortir des logiques de silo, des logiques d'expertise, où chacun est à sa place et plutôt se dire quel rôle autre que celui qui m'est assigné je vais pouvoir proposer. Et donc, du coup, on a très souvent des bailleurs qui viennent participer au chantier et on a très souvent des habitants qui vont venir à des comités de pilotage, par exemple, qui font partie de la co-construction du projet. Et puis enfin, la troisième clé, c'est la co-gestion. Euh, Se faire confiance et se dire que, il est possible d'admettre à un comité de pilotage des habitants, c'est pas confier les clés du camion à quelqu'un qui n'en a pas les compétences. Au contraire, c'est de voir quelles compétences sont nécessaires pour arriver à faire de la gestion en commun et d'arriver à bien comprendre là où on en est de la compétence à mobiliser. Ça nécessite évidemment d'avoir une compréhension pédagogique des projets pour comprendre là où on a besoin de formation, en fait, hein. Et les besoins de formation, ils ne sont pas que chez les habitants, ils sont aussi chez les partenaires, ils sont aussi chez les institutionnels. Et donc, du coup, on est plutôt dans un endroit aujourd'hui d'arriver à accepter que on a tous besoin d'être formés. Et donc, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on se forme mutuellement aux compétences dans les comités de projet qu'on arrive à produire. Et enfin, on m'a demandé, donc ça c'était plutôt le message, et on m'a demandé de produire un conseil. J'en ai deux. La première, le premier conseil, c'est on subit beaucoup de violences, des violences institutionnelles, mais aussi des violences au sein des communautés de projet, notamment précaires, en tant que ouais, animateur de communauté. Ces violences-là, elles sont liées à des sentiments qui peuvent être de la frustration, qui peuvent être de la peur, qui peuvent être un sentiment d'abandon. Et ces sentiments-là sont liés à des besoins, qui sont des besoins universels. C'est le besoin de sécurité, c'est le besoin de reconnaissance, c'est le besoin de compréhension, c'est le besoin de concertation. Euh, Arriver à identifier en chacun de nous ce qui est la part émotionnelle de notre être, ce qui va chercher dans nos systèmes de croyances, euh, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose qui est acquis et on a pu développer nos actions parce qu'on s'est formé à des techniques, notamment de communication non violente, où on va au-delà de l'ingénierie de projet, au-delà de la rationalité, donc au-delà de tous ces mots qu'on s'est donnés là ce matin,
essayer de comprendre ce que ça vient jouer en nous émotionnellement, non pas pour le mettre en premier, mais pour regarder quels sont les ressorts invisibles finalement des projets qu'on arrive à mettre en œuvre. Où se situe l'enthousiasme? Qu'est-ce que ça fait vibrer comme corde? Où se situe la peur? Qu'est-ce que ça fait vibrer aussi comme corde? Et donc du coup, moi, mon conseil, c'est d'aller si possible, se former à ces questions-là qui touchent l'émotionnel. Communication non violente est une des techniques, il y en a plein, hein. Pour le coup, je ne serais pas prosélyte sur le type d'outil. Et enfin, un deuxième conseil, en tout cas plutôt pour les logiques entrepreneuriales, c'est d'admettre qu'on ne sait pas gérer des entreprises avant de commencer. Et donc, du coup, on avait France Active qui était là tout à l'heure, aller euh, se faire accompagner sur ces logiques d'entrepreneuriat est déterminant pour les projets. Sans cet accompagnement-là, en fait, il y a des obstacles qu'on ne voit même pas et quand on les voit, bah, c'est trop tard. Nous, par exemple, après le dispositif local d'accompagnement, on a pu se rapprocher de France Active pour un emprunt qui nous a permis, un emprunt bancaire qui nous a permis de continuer, parce qu'on était sur des logiques européennes de développement. On avait un besoin en fonds de roulement qu'on a identifié in fine à 200 000 euros, mais sans cet accompagnement-là, on ne l'aurait pas identifié. Et puis aujourd'hui, on ne serait même plus là. Donc comprendre qu'on est vulnérable hein, dans nos, dans nos entreprises. Mais qu'on a des ressources pour admettre cette vulnérabilité. Est-ce que j'ai été trop long? Oh, il n'y a pas de souci, Romain. Ah, ok. Je t'ai pas interrompu parce que c'était très riche, très intéressant. Je trouve ton approche vraiment passionnante parce qu'il y a effectivement, on sort du côté factuel du projet pour vraiment en comprendre aussi l'essence et les valeurs qui vous portent. Et donc, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié de me présenter, je suis navrée. Bon, on a un petit peu évoqué la Fondation Massif en ouverture, donc je ne l'ai pas fait au moment où c'est retrouvé en atelier, mais je précise quand même. Hein, donc, moi, je suis en charge de la Fondation Massif pour la région Grand Est et on est partenaire de ce très beau projet, puisque le projet 14 a été accompagné dans le cadre du programme PINS, qui est un programme national qui, comme nous l'a précisé notre présidente tout à l'heure, est un programme qui accompagne les projets qui souhaitent modéliser leur dispositif pour pouvoir le dupliquer sur d'autres territoires, les s'aimer, changer d'échelle. Merci beaucoup, Romain. Je propose à Nazanin de prendre la suite et puis on échangera sur les différentes questions que vous pouvez avoir après la présentation de Nazanin. Je suis là. J'ai perdu un de mes écouteurs en enlevant mon pull. Je le retrouve. Voilà, c'est bon. Désolée. Écoute. Merci à toutes, merci à tous. Merci Romain d'avoir commencé parce que du coup, ça me permet de me caler un peu sur les choses que tu as dites et du coup, c'est très cool. Donc, moi, je m'appelle Nazanin, je vis à Strasbourg, donc le Grand Est, c'est la maison. J'ai un poste de responsable du pilier innovation sociale au sein de l'association Un abri qui sauve des vies. Et avant d'être responsable de ce pilier, j'ai été bénévole depuis quasiment la création de l'association. Donc, Un abri qui sauve des vies, c'est la première association d'hébergement citoyen et qui est dédiée à la protection des victimes de violences conjugales et ou intrafamiliales. Donc, l'association est née en 2020 pendant le confinement. À la base, c'est un projet étudiant qui s'est pérennisé parce que il y avait de la demande et du besoin. L'idée, c'est caler un petit peu sur ce qui existait pour les soignants. À ce moment-là, je pense que vous devez vous en souvenir, face à voilà, le site internet de l'asso, parce que je n'ai pas eu le temps de faire les slides demandés et je m'en excuse. Donc, l'association donc en 2020 est née par rapport au mouvement de solidarité qui existait entre citoyens et citoyennes pour les personnes soignantes.
il y avait des personnes qui proposaient leur appartement, leur chambre pour les personnes soignantes pour qu'elles n'aient pas à quitter l'hôpital trop tôt, trop tard ou à contaminer leurs proches en rentrant puisqu'on n'était pas encore au courant de tout ce que pouvait être le Covid. Donc, les étudiants qui ont lancé ce projet, dont ma directrice générale aujourd'hui et l'initiatrice également, elle faisait partie de ce groupe d'étudiants, Charline Péculier, s'est dit, bah, s'il y a des gens qui sont prêts à ouvrir leurs portes pour les soignants, il y a peut-être des gens qui sont OK pour ouvrir leurs portes pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et vu que là, en plein Covid, les victimes sont enfermées avec la personne agresseur, c'est peut-être très nécessaire en fait de leur permettre de partir. Et du coup, le projet est né comme ça. Il y a eu très rapidement des mises à l'abri qui ont eu lieu, qui sont établies, et l'association a pris un statut juridique 3-4 mois plus tard. Et du coup, depuis 2020, on existe, on a fêté nos 5 ans il y a quelques mois. Ça, c'est pour vous donner le contexte de la création de l'association. Ce qu'on fait au sein de l'association, c'est manager et accompagner un réseau de citoyens et de citoyennes bénévoles. On a différents types de bénévolat dans l'asso. Le premier bénévolat qui vous semble évident, c'est les personnes abritantes. Donc, elles sont bénévoles, elles proposent une partie de chez elles, donc que ce soit un canapé-lit, une chambre, un chalet dans le jardin. Ça peut être tout. On a vraiment toutes les propositions qui existent. On a actuellement, donc ça c'est les chiffres au 1er novembre 2025, 1194 personnes, enfin abris, 1194 abris. On dit c'est des abritants, mais dans les personnes abritantes, on a des couples, donc il peut y avoir plus d'abritants qu'une personne, mais en termes d'abris, on est à pratiquement 1200 abris sur l'ensemble du territoire hexagonal. Deuxième espace de bénévolat chez nous, c'est les bénévoles opérationnels. L'association est une association qui fonctionne quasi exclusivement en dématérialisé, donc en ligne, via les réseaux. On utilise beaucoup Telegram pour structurer nos actions. On agit sur toute la France. Et on n'a pas de point physique où les personnes peuvent venir nous voir. Tout est fait de manière complètement dématérialisée. Et les personnes qui accompagnent tant les personnes abritantes dans la mise à l'abri que les personnes abritées qui ont besoin d'être abritées sont des bénévoles. On est une équipe d'une dizaine de salariés et très récemment, on a 2 personnes qui sont formées, qui ont une formation d'éducatrice spécialisée, il me semble, qui nous ont rejointes. Mais jusque-là, toute la partie accompagnement, disponibilité pour les personnes en situation de violence, étaient des personnes bénévoles, des citoyens comme vous et moi, qui faisaient ces accompagnements-là. D'un point de vue, puisqu'on est là aussi pour parler de l'évolution de vos projets, je vais vous donner 2-3 éléments des évolutions qui ont été importantes dans l'asso. Alors, au tout départ, donc, projet étudiant, puis ensuite structuration avec des bénévoles cadres et des bénévoles opérationnels. La première salariée est arrivée en 2023 dans l'association. Donc, avant ça, il n'y avait que du bénévolat. Le besoin de passer à une équipe salariée, c'était à cause, enfin pas à cause, si peut-être, ça dépend de quel angle on le voit, d'une augmentation de besoins, nombre de personnes qui demandaient à être abritées. Et on a eu besoin donc de développer et de structurer un petit peu l'association. Et donc, on a recruté Aurore Ferré sur le poste de chargée de développement. Ensuite, d'autres postes salariés ont rejoint les équipes, toujours pour aider à structurer et aider à faciliter l'action des bénévoles. L'équipe salariée est au service des personnes bénévoles de l'association. Un deuxième temps important pour l'association, et c'est là où nous on a eu énormément de chance, c'est qu'on a été accompagné par la Massif avec l'accompagnement PINS. On a développé notre modèle de développement
Et ce modèle de développement, en fait, il a mis en exergue un fait qui était très clair, mais qui est complexe à mettre en mots et à mettre en action. On est une asso de bénévoles, peu de professionnels, entre guillemets, du social pour accompagner victimes et personnes abritantes. On a un modèle un peu hybride. On arrive un secteur d'activité très en tension du fait de peu de financement. Enfin, je pense que c'est assez évident pour tout le monde que le monde social, les associations et pour notre côté, pour les victimes de violences conjugales, les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles, c'est des fonds qui sont très tendus. Donc, on arrive sur un secteur où chaque association doit batailler pour avoir le petit peu qu'elle a déjà. Et donc, nous, on arrive en plus de ça. Et donc, on peut avoir des freins à la disponibilité sur un territoire à cause de cette mise en concurrence qui est un peu désagréable entre associations. Donc, avec l'accompagnement PINS, on a pu voir les besoins qui ressortaient. C'est-à-dire, un des premiers points, c'est le fait qu'on agit au niveau national, on est complètement dématérialisé, on n'a pas d'espace de rencontre. Donc, pour pouvoir être visible des acteurs et actrices locales, qu'elles soient associatives, sociales, médicales, institutionnelles, l'État, les préfectures et les régions et tout ça, il y a besoin d'être disponible au niveau local. Donc, on a réalisé un maillage territorial et on ouvre des antennes toujours dématérialisées. Il n'y a toujours pas de rencontre physique, mais on structure les actions bénévoles autour de territoires. Donc, actuellement, par exemple, on a ouvert une antenne dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Il y en a 3 autres ouvertes, mais je vais rester sur celle-là, parce que c'est les territoires principaux où on agit vu l'afflux de demande. On a créé ces antennes et donc on a créé un événement qui allait avec, inviter tous les partenaires possibles sur ce moment-là pour présenter l'association de manière très horizontale, comme disait Romain, aidant, aider, aidant. Donc tout le monde au même niveau et tout le monde a besoin que les maillons soient riches les uns des autres. Et également pour faire passer le message que on n'est qu'un maillon nous aussi et qu'on vient en complémentarité, qu'on ne fait pas le travail d'autres associations expertes. On ne fait pas de conseil juridique. On ne fait pas d'accompagnement social où, à minima, on l'engage pour que des structures derrière des assistantes sociales de CCAS puissent prendre le relais pour les personnes victimes, mais on n'est pas des accompagnateurs sociaux. Donc voilà, pour présenter et nos limites et nos forces, on a créé ces différents événements en Hauts-de-France et en Île-de-France. Et aujourd'hui, maintenant, on a un an et demi de background sur ces éléments-là. Et on voit que vraiment, c'était extrêmement nécessaire parce que les liens sont de plus en plus forts avec les acteurs du territoire. Donc, de faire du commun, ça marche. Ça prend du temps, c'est pas facile. Il y a des jours, on a envie de taper dans les murs, mais c'est pas grave. Ça fonctionne, c'est parce qu'on fait ensemble que ça bouge ensemble vers quelque chose. Un dernier temps fort qui est actuellement en cours de construction, et là, c'est quelque chose qui concerne beaucoup mes temps de travail. On est en train de pérenniser nos modèles citoyens en essayant comment dire ça joliment, de mettre en place des espaces dans l'association, tel qu'un conseil d'administration existe pour toute structure, mettre en place des espaces pour assurer, pérenniser notre modèle citoyen en faisant de la gouvernance partagée. Donc, on est en train de construire, j'ai un groupe de travail demain matin, les bases de ces process-là, sachant que dans notre mode de fonctionnement, c'est déjà le cas. Là l'idée, c'est de pérenniser ce modèle-là. On a sorti notre projet associatif il y a quelques mois. Notre mission maintenant dans l'équipe salariée, c'est de pérenniser toutes les valeurs qu'on a posées ensemble avec tous les membres de l'association dans le projet associatif, de les rendre concrètes aussi dans notre modèle structurel. Donc, créer un espace conseil citoyen qui est un peu le miroir du conseil d'administration. Créer un espace qui rejoint l'idée que l'association est une innovation sociale et donc en faire également un miroir avec un laboratoire citoyen qui nous permettrait d'inclure des associations extérieures, des membres de l'association qui ont des pôles d'expertise et qui concernent le secteur de l'asso,
à produire de la donnée, à produire des choses et à accompagner des outils pour d'autres personnes et nous en interne. Donc ça, c'est les 3 étapes actuellement. Nazanin, oui, je te propose d'aller vers la conclusion parce qu'il reste Tout à fait. un peu plus de 13 minutes. Ok. Sur les 3 clés, moi j'ai noté la confiance absolue dans le fait que les citoyens et les citoyennes, les êtres humains peuvent être force dans l'accompagnement et le soutien à d'autres êtres humains. La sororité, pas pour enlever la fraternité, mais pour tendre vers l'adelphité. On est toutes et tous en mesure de pouvoir s'aider les uns les autres. Pour pouvoir le faire, il faut se connaître ses limites, protéger sa santé mentale et son bien-être afin d'avoir un espace disponible pour l'autre. Donc, on essaie de veiller beaucoup là-dessus, notamment pour nos bénévoles. Et la flexibilité d'un modèle citoyen. C'est une clé très forte chez nous, une fragilité aussi, hein, du coup, mais elle nous permet d'avoir des formations qu'on arrive à réadapter en fonction des besoins pour les bénévoles. La structuration de l'association est flexible aussi, et donc on peut la remodéliser si on ressent un besoin. Et la gouvernance partagée, ou ce que je vous disais tout à l'heure. Et le 2 conseils, parce que j'ai triché, moi aussi j'en ai 2, mais je les ai mises autour de 2 citations qui vont parler très vite parce qu'elles font parfaitement miroir avec ce que disait Romain. La première citation, c'est « Il faut un village pour élever un enfant ». Donc, dans l'association, on a aussi dans les personnes victimes ou qui sont avec les personnes victimes des enfants. Et les personnes victimes qui sont adultes ont été des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, toutes et tous, en tant que citoyens, adultes ou moins adultes, pour faire ensemble et faire société ensemble? Et la deuxième citation, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça paraît un peu un mojo qu'on pourrait mettre un petit peu partout aujourd'hui, mais ça me semble tellement vrai parce que nous, tout seul, on n'y serait vraiment pas arrivé. C'est parce qu'on a réussi à se structurer, qu'on a eu le soutien de la Massif sur le PINS, qu'on a des entreprises qui croient en nous, des fonds, des fondations qui nous donnent des sous pour pouvoir modéliser et donner un fonds d'urgence pour les personnes victimes, des hôtels qui nous offrent 2, 3 nuits par-ci par-là pour sortir de l'urgence, et des associations derrière qui prennent le relais pour les personnes victimes. Donc, seul, on peut aller très vite, mais très vite dans le mur. Ensemble, il y a moins de risques d'aller dans le mur, mais on y va peut-être un peu plus loin. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Nazanin. Oui, la dimension partenariale, elle est très importante. Alors, on a grignoté un petit peu de temps. Il nous reste 11 minutes pour les échanges. Je vous propose de lever la main, d'ouvrir votre micro pour vos questions. Alors, pas de questions? Je peux peut-être prendre la parole. Adeline. Merci, oui, bonjour, merci beaucoup en tout cas pour ces deux présentations. C'est vraiment inspirant comme projet. J'avais une petite question pour Romain, savoir aujourd'hui, du coup j'ai bien compris, il y a 5 antennes, savoir combien de personnes vous étiez et si les antennes, l'objectif c'était que bah, du coup il y ait la transmission, qu'elle soit en mode en autogérance et du coup est-ce que les équipes bougent ou elles restent implantées sur les territoires où il y a les projets. Merci Adeline pour la question. Euh, on est 3 à 5 par antenne, et donc on a une quinzaine en ce moment salariés de l'association, sans compter évidemment les équipes bénévoles et les équipes de service civique. Un choix délibéré d'avoir une croissance contenue et de s'appuyer plutôt sur les partenaires du territoire pour développer les projets. Nous, on est là pour produire du support à la fois institutionnel et à la fois technique, hein, comme je disais. Et pour la cohésion de la petite communauté quatorzienne qu'on est, euh, on fait nos CA avec l'équipe active et 2 fois par an, on va dans une antenne différente. Et donc, du coup, on a une compréhension des problématiques de l'antenne qui, après, éclaire les débats du CA. La manière dont on est structuré, c'est que le conseil d'administration, lui, est en charge de la
produire et maintenir la vision de l'association. Ce qu'on a découplé complètement de la question du bureau qui, lui, est en charge de la gestion de l'association. Le bureau, mon poste de directeur, fait que je suis le seul interlocuteur direct de l'équipe active avec le bureau pour les questions de gestion. Par contre, au niveau du conseil d'administration, là, c'est très ouvert et assez horizontal finalement entre salariés et représentants du CA. Et puis après, on a une AG annuelle comme toutes les associations, mais qui nous sert aussi de moment de réflexion, rendre compte de ce qui s'est passé pendant les ateliers de conseil d'administration et puis se poser les problématiques qu'on a envie de voir travailler dans le mandat du conseil d'administration. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Merci Romain. D'autres questions? Oui, moi je veux bien. J'ai pas trouvé où on lève la main Allez-y, sur le. Cécile. Bonjour tout le monde. Une question peut-être plutôt pour Nazanin. Euh, on parle beaucoup du DLA. Enfin, on a évoqué le DLA avant. Plusieurs personnes ont parlé du DLA. Le DLA, il s'adresse seulement aux structures qui ont déjà un salarié. Du coup, je voulais demander à Nazanin par quels moyens elles ont réussi à financer le premier poste salarié. Antonine, Alors, micro. oui, on a parlé du DLA, mais moi, je vois pas ce que c'est le DLA. Non, pardon, je C'est crois que Romain c'est alors. Romain qui a parlé du DLA, et ça a été évoqué en présentation également. Dispositif Et- local d'accompagnement, Nathalie. D'accord. Ok, merci. voilà. C'est les France Euh, Active locales qui permettent 5 jours de consultation pour des petites associations, petites et moyennes associations sur des sujets précis. d'accord. Ok. Alors, il me semble pas qu'on ait un DLA parce que on n'est pas un dispositif local, on agit au niveau national, donc je pense pas qu'on en ait bénéficié. Alors peut-être qu'on en bénéficierait sur des territoires où on maille, mais la première salariée, on a pu financer un poste par du mécénat national aussi, du don national. Donc, notre modèle associatif, étant donné qu'on a la chance de pouvoir être au niveau national, on peut ne pas aller grignoter des sous sur des financements locaux. Donc, notre modélisation financière, elle est essentiellement basée sur des fondations et dispositifs nationaux. On essaye vraiment de ne pas aller se mettre en concurrence avec des associations de terrain. Donc, on répond à des appels à projets, on répond à tous les mots qui peuvent exister, des fonds de dotation, des financements ponctuels d'action, enfin vraiment tous les termes qui peuvent exister dans ce milieu-là, mais le plus possible au niveau national. On a aussi un système d'adhésion de collectivités locales, des mairies ça peut être des Comcom. Je crois qu'on doit avoir 2, 3 conseils généraux. Je suis pas convaincue. Qui font un système d'adhésion, mais du coup, c'est vraiment des prix minimes. On est sur entre 500 et 2000 euros par an. Vraiment, notre modèle, il est sur des des financements d'entreprises nationales. La Massif, par exemple, nous finance. On a aussi la Poste, pour laquelle on fait de la prestation. La Fondation Crédit Mutuel, là, récemment. Il y en a plein, mais je les ai pas en tête, je suis désolée. Mais vraiment, on est plutôt sur des financements nationaux. Je sais pas si ça vous aide, Cécile. Si, merci. Et vous êtes combien de salariés aujourd'hui? Alors, on est un, deux, trois, quatre, 3 salariés temps plein. Moi, je suis à temps partiel. On a une prestataire sur un poste, alors c'est pas du salarié déguisé parce qu'elle a d'autres prestations, mais une prestataire en communication, mais qui est très disponible dans l'assaut. On a 5 personnes apprenties et je crois que j'ai tout dit.
Donc, on est une dizaine. On est vraiment une petite dizaine. Merci. Avec plaisir. Mais on a plus de 300 bénévoles. Vraiment, la force vive de l'asso, c'est vraiment les bénévoles. C'est pas les salariés. On Et a, je réduis pas le travail de mes collègues. on a le temps pour une dernière question, sachant qu'on va être renvoyé dans la salle principale dans 3 minutes automatiquement. Est-ce que quelqu'un a une question encore? Oui, Jean-Marc, il faut ouvrir votre micro. Oui, Voilà. oui, bonjour à toutes et tous. Je suis peut-être un petit peu éloigné, mais je suis vraiment dans l'économie sociale puisque je représente le réseau ADMR de Meurthe-et-Moselle et l'atelier Habitat m'intéresse dans le cadre de l'habitat, enfin du parcours résidentiel des personnes, notamment personnes âgées, parce que voilà, elles sont dans une maison qui devient plus adéquate. Et enfin, il y a un fossé énorme pour aller jusqu'à l'EHPAD. Donc voilà, peut-être, enfin, dans l'atelier, enfin, c'est les résidences autonomie, c'est les habitats partagés, peut-être qui m'intéressent un peu plus, mais c'était pas forcément l'objet. Par contre, je suis enfin, ravi de découvrir des associations qui peuvent peut-être concerner des publics qu'on accompagne, hein, des publics féminins, voire qui peuvent concerner nos propres aides à domicile. Ma question, elle reposait sur comment vous faites pour avoir la confiance, parce qu'on m'a déjà demandé, moi à titre personnel, quand les enfants sont grands et qu'on a des chambres de libre, d'héberger ou des réfugiés ou bah, voilà, des personnes en situation de détresse. Et on se dit, mais comment on fait pour laisser la clé de son domicile avec tous les risques que ça a. Donc, je ne sais pas comment vous faites avec Airbnb, il y a une forme d'assurance, les gens, il y a leur identité. Enfin, et voilà, je suis très intrigué par ce principe. Nazanin, tu as 2 minutes pour répondre. Oui, je vais essayer de faire vite, mais je crois que mon mail vous sera partagé. On pourra s'appeler Oui. si vous voulez, il n'y a pas de problème. En fait, je pense sincèrement qu'il y a un phénomène qui est très fort, qui s'appelle la confiance. Je pense sincèrement que ce n'est que ça, de croire et en soi et de croire en l'autre. Les personnes qui abritent, alors je les trouve incroyables, nos 1193 abritants et abritantes, elles partent du constat qu'elles peuvent faire quelque chose. C'est tout simple, je peux faire quelque chose. Là où on est en soutien, nous, dans l'association, c'est qu'on les accompagne tout le long. Par exemple, quand elles vont mettre quelqu'un à l'abri chez elles, elles auront une bénévole qu'ils auront en contact permanent. Donc, s'il y a une question, les questions qu'on peut avoir, alors bien évidemment qu'il y a des fois où ça peut mal se passer, mais ça va pas mal se passer parce qu'il y a de la violence, ça va plutôt mal se passer parce que la personne a un chat et que ça se passe pas bien avec le chat. Voilà, on est sur ce niveau-là d'enjeu. Il y a d'autres fois où il y a eu des trucs un peu plus graves, mais quand je dis un peu plus grave, c'est un tube de rouge à lèvres qui a disparu. C'est vraiment des choses pas significatives. On a une assurance qui est proposée pour les abritants aussi. Et ce qui est le plus rassurant pour les personnes abritantes, c'est ça. C'est le fait de savoir qu'ils et elles ont un bénévole pour elles et pour eux pendant toute la durée de la mise à l'abri et que l'abrité en a une autre pour elles. Et donc, s'il y a des problèmes de communication, il y a quelqu'un de l'association qui fait le relais sans que ça retombe sur la personne abritante. Et jamais les conjoints violents. On va être, L'adresse? on va On être fait coupé dans des 4 secondes, hein. ok, on fait des trucs. On se rappelle. Ok, Mais ça marche. il y a des contrats de confidentialité qui sont signés de part et d'autre. D'accord, parce que c'est plus ça le danger. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vois qu'on a un petit rap de 1 minute, donc c'est super. Ça permet vraiment voilà, de se quitter poliment et de se retrouver tout de suite en plénière.